Donc voilà, après 10 ans de coordination au campus numérique de la province de Hainaut, Bénédicte Champagne s'occupe depuis 2016 du développement de la plateforme e-paysage. C'est un projet de simplification administrative dans l'enseignement supérieur dont la coordination est assurée par l'ARES, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. C'est à ce sujet qu'elle a décidé d'intervenir aujourd'hui. Je lui laisse la parole. Bon, moi, je vais avoir une tâche un peu difficile parce que je n'ai pas ni le passé de mes prédécesseurs, ni non plus le côté très intellectuel des choses. Je vais vous parler d'un projet qui est extrêmement terre à terre, mais qui va permettre de générer un certain nombre d'informations qui pourront être utilisées en prospective et qui pourront être utilisées en orientation. Et donc ce projet, il a un nom qui s'appelle e-paysage. Je pense que pour ceux qui connaissent l'enseignement supérieur, ils doivent comprendre un petit peu pourquoi il s'appelle comme ça. Alors en fait, je vais faire juste un petit rappel très très sommaire, mais la plupart des gens ici dans la salle le savent. 2013, c'est quand même une année un petit peu charnière dans l'enseignement supérieur, puisque 2013, c'est la publication du décret paysage. Donc depuis longtemps, il fallait réfléchir l'enseignement supérieur. Paf, 2013 arrive, paf, un décret, paf, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu le programme. Et comme tout bon décret, il change absolument tout. Alors c'est normal, il faut que chacun laisse un peu sa patte. Et donc on se retrouve avec des grosses différences par rapport au passé, puisque l'étudiant maintenant n'a plus un programme qui lui est fixé, mais il peut avoir un programme individualisé dans une certaine mesure, mais qui évidemment rend la gestion sur le terrain extrêmement difficile pour les équipes administratives. Il n'y a plus d'année académique, alors ça c'est vraiment la guerre entre les moules et les frites, c'est la révolte totale, ça change complètement le fonctionnement. Ça veut dire aussi que toutes les applications qui permettent de gérer les inscriptions ne sont plus du tout adaptées, donc ça crée un réel problème de terrain. Toute l'informatisation de l'enseignement supérieur se retrouve dans un énorme souci. Ce qui veut dire aussi que récupérer des données pour pouvoir faire des suivis statistiques, pour pouvoir baser des études aussi, qu'elles soient de prospective ou sur l'orientation, sur les nouveaux métiers, sur les nouveaux besoins, mais on n'a plus vraiment de moyens simples de récupérer ces données non plus. On a également une grande mobilité des étudiants. Donc un étudiant peut faire une partie de son cursus dans une université, la finir dans une autre, passer dans une troisième, passer en école. Bref, ça commence à franchement devenir compliqué. Ça, c'est 2013 et c'est le décret paysage. Et dans la foulée, le décret paysage dit, eh bien, on va quand même créer une administration qui va être spécifique de l'enseignement supérieur, c'est l'ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui a une double posture, en fait. Elle est à la fois administration, elle est un organisme d'intérêt public, et elle est elle-même constituée des établissements d'enseignement supérieur. Donc elle constitue une fédération d'enseignement supérieur. Ce qui lui donne une position un petit peu délicate à un grand nombre de moments, puisqu'elle est à la fois juge et partie de ses propres actions. Donc ça, c'est assez compliqué. Et le décret dit, eh bien, l'ARES va trouver une solution pour nous aider à régler toute cette complexité. Merci, c'est chouette, on va y aller. Alors, ce projet, donc, qui est le projet e-paysage, d'abord, la ministre nous en a parlé tout à l'heure, mais c'est un projet qui est évidemment financièrement supporté par la ministre, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est un projet qui va induire un casting assez nombreux. Il y a d'abord l'étudiant, forcément, il est quand même un petit peu au centre des études et de l'enseignement. Il y a les établissements qui vont organiser l'offre d'enseignement supérieur et qui vont gérer tout le parcours de l'étudiant au cours de sa formation, de ses études. Il y a le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a comme dure mission de vérifier effectivement la population d'étudiants et surtout de payer les établissements au prorata de leurs étudiants finançables. La Fédération Wallonie-Bruxelles est également un organisme qui donne des bourses d'études et donc qui est largement impliqué dans le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Nous avons des autres acteurs qui sont les commissaires et délégués du gouvernement qui vérifient que les établissements travaillent correctement dans le respect de la loi et qui vérifient un petit peu le compte de ces listes d'étudiants finançables. Et puis nous avons l'ARES qui doit faire avec tout ce petit monde un petit quelque chose pour que ça fonctionne mieux. Alors en fait, pour comprendre un petit peu la complexité qui est choix à l'étudiant quand il veut s'inscrire, d'abord il faut savoir qu'un étudiant, quand il va dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur demander d'être inscrit, il n'est pas inscrit parce qu'il a envie d'y aller. Il demande son admission. Donc c'est pas parce qu'on va remplir un papier qu'on est admis dans l'établissement, contrairement à l'enseignement obligatoire où par défaut on s'inscrit quelque part, on est inscrit. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et pour pouvoir s'inscrire, l'étudiant doit faire preuve de toute une série de documents administratifs ou pédagogiques. C'est ce que vous voyez dans mes petits bâtiments là sur le côté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son ancienne école chercher une attestation qui prouve qu'il a terminé l'enseignement secondaire. Puis il va à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour s'assurer qu'il a bien son document de bourse. Puis il va aussi à la commune parce qu'il lui faut un papier de composition de ménage. Donc il doit faire toute une série de démarches qu'il fait
en train, en tram, en vélo, qui lui prennent un temps considérable, qui lui coûtent de l'argent, et puis pour ceux qui sont un petit peu taquins et malicieux, en plus, ils sont parfois tentés de faire des faux documents. Et tous ces étudiants, ils ramènent tous ces éléments dans l'établissement, auxquels ils demandent leur admission. C'est donné au personnel de l'établissement que vous voyez représenté par mes petits bonhommes, qui eux, joyeusement, vont tout encoder dans leur logiciel de gestion des inscriptions. Et tout ça va dans des bases de données. Ça, c'est très chouette. Mais c'est un petit peu un parcours du combattant pour l'étudiant, et ce parcours du combattant, parfois, lui prend une énergie assez considérable, ce qui fait que notre étudiant, au lieu de penser à ses études, il passe beaucoup de temps à faire de l'administration. Et donc l'idée du projet paysage, c'est de dire, mais finalement, ce personnel qui est dans les établissements d'enseignement supérieur et qui va gérer dans ces bases de données tous ces éléments de type administratif et pédagogique, ne pourrait-il pas aller les chercher directement à l'endroit où se trouve l'information, c'est-à-dire dans l'administration et dans les établissements, en connectant ces bases de données aux bases de données des différentes institutions qui sont concernées. De cette façon-là, l'étudiant n'a plus à faire toutes ces démarches, ses parents n'ont plus à les payer, on n'a plus d'étudiants qui râlent, tout le monde est content, et on s'assure en plus d'un niveau de véracité de l'information qui n'est pas toujours tout à fait clair. Certains documents sont fournis sous des formats non standardisés, donc s'assurer que c'est un vrai ou un faux document, c'est parfois un peu compliqué. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir directement, entre applications informatiques, on n'est évidemment pas dans de l'intelligence artificielle de haut de gamme, ça vous comprenez bien, mais extrêmement pratique, c'est de pouvoir aller chercher les informations qui concernent la personne. Alors, l'étudiant, en plus, quand il s'inscrit, ben oui, ils râlent tous parce qu'ils doivent payer 835 € pour s'inscrire à l'université ou un peu moins pour s'inscrire en haute école. N'empêche que ce coût qu'ils doivent assumer, ce droit d'inscription, il est aussi assumé par la collectivité qui, elle, va payer quand même les 7 000 restants ou un peu plus de 7 000. Ça veut dire aussi qu'on ne finance pas tous les étudiants. La finançabilité de l'étudiant, c'est une caractéristique de l'étudiant. Tous les étudiants ne sont pas finançables et certains sont pris en charge par la collectivité. Le contrôle des étudiants qui sont pris en charge par la collectivité est effectué par les commissaires et délégués du gouvernement. Alors, comment est-ce que ça marche pour l'instant? C'est que chaque commissaire et délégué va dans son institution, demande tous les dossiers et papiers de l'étudiant, vérifie que l'établissement a bien travaillé, ils font tous une petite liste, et puis on fusionne toutes ces petites listes ensemble pour n'en faire qu'une, parce que l'étudiant ne peut financer qu'une seule fois à 100% pour année académique. Vous imaginez bien que dans ce cas-là, la quantité d'erreurs est assez importante, le travail est tout à fait laborieux, et on pourrait travailler tout à fait autrement, puisque c'est sur base de cette liste d'étudiants que le ministère de l'Intérieur Wallonie, Bruxelles, reçoit un rapport final et calcule quelle est la dotation de chaque établissement. Une autre façon de faire, ce serait de pouvoir en fait centraliser toutes les inscriptions et de n'avoir plus qu'une seule liste, et d'établir à partir de cette liste le rapport final qui permet de payer le financement la subvention des établissements. Et c'est ce que propose aussi le projet de paysage. Donc on est vraiment dans une limitation des acteurs intermédiaires et des outils intermédiaires. Alors ça va aussi permettre à terme de simplifier la gestion des droits des étudiants. Un étudiant doit, sur preuve de sa qualité d'étudiant, il peut bénéficier de tarifs préférentiels pour les bus, pour les trains, pour le métro, il peut demander une bourse d'études, il peut également bénéficier d'allocations familiales, en tout cas de continuer à bénéficier de ces allocations familiales. Donc on voit aussi que là il y a toute une série de démarches que l'étudiant doit faire une fois qu'il est inscrit envers d'autres administrations pour prouver sa qualité d'étudiant. Dans le cadre de ce projet-ci, l'idée c'est aussi à terme de ne plus avoir ces démarches de prouver sa qualification d'étudiant parce que les administrations concernées pourront aussi venir les chercher. On n'en est pas encore là, je vous le dis tout de suite, je vous dirai où on en est tout à l'heure. Alors la simplification en fait administrative, c'est quoi? C'est un minimum de demande aux citoyens. Donc le citoyen, il ne devrait pouvoir prouver que ce qui n'est pas prouvable par d'autres, donc ce qui dépend de son propre déclaratif. Ça veut dire aussi que la simplification administrative du côté de l'administration, c'est qu'on encode une seule fois l'information, donc on ne passe pas son temps à réencoder les mêmes informations dans différents systèmes, avec des moyens numériques qui sont performants et sécurisants, puisqu'on est sur des données qui sont quand même des données assez confidentielles et personnelles. D'autre part, dans la majorité, dans les cas où c'est possible, qui se base sur des sources authentiques. Alors une source authentique, pour ceux qui sont belges, donc ce ne sera pas tous les gens de la salle, mais pour ceux qui sont belges, la source authentique de référence, c'est le registre national. Dans le registre national, toutes les informations qui y sont par définition authentiques et vraies. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir des systèmes, si on échange des données, il faut que ces données se basent sur des systèmes dans lesquels on peut avoir confiance et sur lesquels on peut se baser parce qu'ils sont mis à jour, maintenus à jour et sécurisés. Donc l'idée ici dans ce projet, c'est également de se reporter sur une série de sources authentiques ou de développer de nouvelles sources authentiques. Ça se base également sur le partage de l'information.
Si vous avez une information qui est mise à jour par une administration, elle peut être utilisée par une autre administration. Ce qui veut dire que ce qu'il y a comme données dans le système doit être compréhensible des deux côtés. Si on veut échanger avec quelqu'un et qu'on parle chinois d'un côté et italien de l'autre, ça va être compliqué de se mettre d'accord sur ce de quoi on parle. Donc il faut impérativement que l'information soit partageable et donc qu'elle soit quelque part, qu'elle utilise les référentiels qui sont communs. Et il faut que cette information soit réutilisable, et c'est un des projets que je vous développerai plus cet après-midi, c'est comment on a pu réutiliser une série de données pour pouvoir permettre justement la génération d'un portail d'information, et là nous rejoignons l'orientation et l'information sur base des bases de données qui sont développées dans ce projet-ci. Alors c'est un projet qui est multipartenaire. Vous avez vu mon casting de départ, on a du monde d'abord, et donc il faut que ces personnes soient toutes impliquées dans le projet. Moi je ne connais pas le fonctionnement d'une inscription, je ne sais pas comment on fait de la vérification de dossier, je ne suis pas inspecteur, je ne suis pas commissaire délégué, et il faut aussi savoir comment fonctionne l'administration, plus tous les autres acteurs dont je parlerai après. Donc l'idée c'est effectivement ici aussi d'avoir un panel d'utilisateurs, un panel de personnes qui sont directement impliquées, qui sont des gens du métier. Venir avec un projet comme ça en disant on va faire comme ça, mais ne pas répondre aux besoins, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est un projet qui est avant tout un projet collaboratif et participatif, que nous coordonnons à l'ARES, et qui est également réalisé avec deux partenaires importants que vous connaissez sans doute moins. Il y a l'ETNIC, qui est le partenaire informatique de la communauté française, donc c'est eux qui font le développement des systèmes informatiques, et un autre qui est Iwalani Bruxelles Simplification, qui est un organisme spécialisé dans la simplification administrative. Alors c'est une approche projet un peu complexe parce que, comme vous voyez sur mon image, vous avez d'un côté des fournisseurs de données, de l'autre côté des consommateurs de données. C'est parfois les mêmes, hein. Vous voyez, vous allez retrouver des établissements d'enseignement supérieur des deux côtés, parce qu'ils vont fournir certaines données, mais ils vont en utiliser d'autres. Et donc l'idée, c'est effectivement, dans ce système, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un intégrateur de services, c'est-à-dire une structure qui est une structure officielle. C'est la Banque Carrefour d'échange de données, qui est une partie d'IWS. Et cette Banque Carrefour d'échange de données va jouer ce rôle d'intégrateur de services. Donc elle va exposer toute une série de services qui vont pouvoir être utilisés par différents consommateurs et fournisseurs de données. Je vous donne un exemple. C'est la Banque Carrefour d'échange de données qui va exposer à un certain moment la base de données centralisée des inscriptions. Qui c'est qui va l'utiliser? La STIP, par exemple. Et donc, il faut effectivement que ça soit mis dans un endroit informatique et dans des structures informatiques qui permettent cet échange de données. Et ça, c'est la mission de l'intégrateur de données. Et dans le cas qui nous intéresse ici en particulier, c'est la Banque Carrefour d'échange de données de la région Wallonne, qui travaille en région Wallonne et en communauté française. Alors, qu'est-ce qui caractérise un étudiant? C'est très bien de vouloir échanger des données, encore faut-il savoir quelles données nous devons échanger. Alors, un étudiant, d'abord, il a un signalétique. Il habite quelque part, il a des parents, il a des enfants, il a une nationalité. Tous ces éléments, en fait, sont des éléments qui sont extrêmement importants parce que c'est ce qui va définir, c'est ce qui va intervenir dans le calcul de la finançabilité d'étudiants. Ces éléments-là se trouvent dans une base de données sous-authentique qui est le registre national. On a de la chance, elle existe, c'est chouette. L'étudiant, il peut aussi demander une bourse à la DAPE, donc c'est le département, c'est la direction des allocations et prêts d'études de la communauté française, donc il peut introduire une demande. Il peut introduire une équivalence si son diplôme lui est d'enseignement secondaire ou supérieur vient de l'étranger. Forcément, s'il vient vous voir pour demander son admission, c'est qu'il veut suivre des études. Donc il faut qu'il puisse être inscrit dans des études qui doivent faire partie d'un référentiel. Il peut avoir un passé dans l'enseignement supérieur, et ça c'est extrêmement important parce que ça influence la finançabilité de l'étudiant. Il faut donc un relevé de l'ensemble des inscriptions d'étudiants. Il peut être fraudeur, parce que oui, ils ne sont pas tous très honnêtes. Et la loi prévoit qu'un fraudeur est exclu d'inscription pendant maintenant 3 ans et jusqu'à la rentrée, enfin à partir de cette rentrée académique-ci, la précédente c'était 5 ans. Et il peut être diplômé, ça c'est chouette aussi, parce qu'à partir du moment où il est diplômé, il peut avoir accès à d'autres études ou il peut avoir accès au monde du travail. Et donc l'idée est effectivement d'avoir également un référentiel de diplômés. Je crois qu'il ne faut pas vous expliquer, je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a quand même une tendance assez chouette aussi à la fraude, à la génération de faux diplômes. Pour 80 € en Chine, on se fait un diplôme de l'USG, plus vrai que nature, donc ça c'est très bien. Seulement, pour un employeur, c'est pas très intéressant d'engager quelqu'un qui n'a pas le diplôme et qui ne sait pas faire de métier. Donc l'idée est effectivement également de pouvoir prouver de l'authenticité d'un diplôme des étudiants à travers une base de données des diplômés. Alors tout ça c'est bien, mais la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que pour pouvoir mettre un système comme ça en place, il y a une première contrainte, c'est qu'il faut être sûr qu'on identifie la bonne personne. Et il y a quand même un certain nombre de critères. Il faut être sûr que la personne soit
Il n'y a rien de moins précis, enfin, c'est quand même un peu précis, mais ce n'est pas la précision maximum que d'utiliser ton prénom, le lieu de naissance, la date de naissance d'une personne. Il y a d'autres façons de pouvoir identifier de façon claire et nette un individu. Le premier, c'est le numéro de registre national. Alors, en Belgique, nous avons tous, si nous sommes nés ici, nous avons tous un numéro de registre national. Si nous avons un permis de séjour, nous avons aussi un numéro de registre national. Et il existe un autre registre dans lequel sont enregistrés les ressortissants qui n'ont pas de numéro de registre national. Donc, nous avons un moyen d'identifier de façon univoque toutes les personnes qui rentrent dans le système. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on va croiser des données de l'administration avec des données qui sont liées aux inscriptions, il faut évidemment que la personne soit identifiée de la même façon dans les deux systèmes. Et la plupart des bases de données de l'administration utilisent le registre national à juste titre. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir échanger les données, il faut qu'on ait des référentiels communs. Si, je vous disais tout à l'heure, si je parle chinois d'un côté, italien de l'autre, forcément, on va bien se comprendre. Et ça peut aller jusqu'à des choses très très bêtes. Avant de travailler sur ce projet-ci, j'avais jamais pensé, mais si vous expliquez, vous intitulez un pays Italie, si c'est bien écrit avec une majuscule AE à la fin, vous l'avez identifié dans votre langue à vous, dans votre système, si vous l'avez mis en anglais, ça ne veut pas dire la même chose. Par contre, si vous utilisez un code international d'identification, on se comprend tous. Donc l'idée, c'est effectivement également que derrière ce système, il faut toute une série de classifications et de normalisations qui permettent de comprendre toutes les données qui sont dans le système. Et il faut aussi que ces données soient définies. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà utilisé ce système informatique et vous avez un intitulé dans une base de données ou sur un écran, vous vous demandez bien ce que ça veut dire derrière quand vous voyez ce qui est exposé. Donc il est impératif pour ce genre de projet d'avoir une grande précision dans la façon dont on définit les données. Alors un autre truc qui est très intéressant dans l'environnement d'enseignement supérieur, c'est qu'il est très hétérogène. Alors pour vous donner un exemple, la plus petite des institutions pour lesquelles on travaille, elle a 50 étudiants, c'est l'École supérieure des arts du cirque. En plus, ils viennent tous de l'étranger, donc c'est les cas les plus simples à gérer. Je peux vous dire que là, ils ont beaucoup de boulot en termes d'assimilation et de finançabilité. Et puis d'autre part, vous avez l'UCL, 30 000 étudiants tous les ans. Donc voilà. Il faut jouer entre ces deux réalités-là et offrir un projet commun. Alors il faut savoir que forcément, quand on a 30 000 étudiants, on n'a pas la maturité informatique, la même maturité informatique que l'École supérieure des arts du cirque, où on a 50, où on peut tout gérer sur une toute petite base de données. Donc ça, c'est un premier point. Pas la même maturité, pas les mêmes ressources non plus, ni financières ni humaines. On n'a pas les mêmes besoins non plus, clairement. Et puis, dans une institution d'enseignement supérieur, il y a plusieurs publics. Il n'y a pas que le service des inscriptions qui doit avoir accès aux informations qui concernent les étudiants, il y a aussi d'autres acteurs. Je pense par exemple aux services sociaux qui doivent également avoir accès à certaines ressources. Très souvent dans les institutions, les services sociaux n'ont pas accès à l'application centralisée de gestion des inscriptions pour diverses raisons. Et il faut donc tenir compte du fait que ces publics doivent pouvoir aussi avoir accès aux informations. Donc deux façons d'aborder les informations dans notre système. Un premier système où vous voyez, vous avez une petite base de données qui est représentée. Une application peut parler à une autre application. Donc si je veux interroger le statut de boursier des 30 000 étudiants du CL, je pousse sur un bouton de mon application de gestion des inscriptions et je reçois, ils ont fait le test, c'est pour ça que je peux le dire, en 3 minutes, les 30 000 étudiants qui reviennent. Voilà. Ça, c'est une première chose. L'École supérieure des arts du cirque devra s'identifier sur un écran et interroger cas par cas. Voilà. Donc on est dans une démarche, on doit tenir compte de tous ces points-là. Et donc on a toujours systématiquement dans tout ce qu'on développe une application par web service, donc les applications se parlent entre elles, et des écrans de consultation. Alors échanger des données à caractère personnel, je pense que tout le monde a entendu la mise en place du règlement de protection de données à caractère personnel. Vous vous rendez bien compte que c'est pas si simple que ça. Si avant on pouvait s'envoyer des petits fichiers par Excel, maintenant c'est un petit peu interdit. Ça l'était aussi avant, c'est juste qu'on faisait semblant qu'on n'ait pas lu. Mais maintenant c'est un peu plus difficile. Et donc il est bien clair aussi que pour aller consulter un registre, la source authentique du registre national, on ne rentre pas au registre national comme dans une épicerie non plus. Il faut faire des demandes, les demandes sont soumises à un examen, et il faut toujours justifier d'une finalité légale pour avoir accès à ces données. D'autre part, nous allons échanger des données avec différents fournisseurs et consommateurs de données. Il faut évidemment que ces cadres d'échange de qu'il y ait un cadre légal pour chacun des cadres, pour chacun des échanges de données. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, et on ne peut pas faire au cas où. Donc on doit extrêmement préciser ce qu'on échange, dans quel cadre, pourquoi faire, à quel moment, pendant quelle période, combien de temps on garde les informations. Et donc c'est de cette façon-là que nous avons mis en place peut-être le premier projet de simplification administrative, c'est que c'est la RES qui a fait la mise en place du cadre légal pour tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc voilà bien une première preuve d'application pour nous-mêmes de la simplification administrative.
Alors ce cadre légal, c'est chouette, maintenant il fonctionne, il est en place, et on va donc pouvoir commencer à l'utiliser dans les établissements. Alors avant d'utiliser, il faut que ce soit développé. Qu'est-ce qui existe déjà? Registre national, mais ça c'est pas nous qui l'avons développé, donc là il existe, mais les systèmes d'interrogation sont en place. L'interrogation pour les bourses d'études, donc il faut savoir qu'il y a plus de 150 000 bourses d'études qui sont gérées pour l'enseignement supérieur par année. Les établissements maintenant peuvent automatiquement se connecter sur la base des bourses d'études et obtenir le statut, la décision concernant la bourse ou le statut d'étudiant modeste, c'est-à-dire une diminution des droits d'inscription. Pour les équivalences, on en a nulle part. Nous avons mis en place en 2017 tout le référentiel des études. Donc nous avons une base de données qui reprend toutes les études organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'enseignement supérieur, ainsi que toutes les habilitations, c'est-à-dire tous les liens avec les établissements qui les organisent. Cette base de données qui s'appelle OPS, je vais en parler cet après-midi et je vais en parler un petit peu après, puisqu'elle alimente bien un premier exemple de réutilisation de données, puisqu'elle alimente le portail d'information de mesétudes.be qui est utilisé pour les gens qui sont en recherche d'études supérieures. La base de données des inscriptions, son développement va commencer ici en janvier, elle sera opérationnelle à partir du mois de septembre prochain, et l'année prochaine, ce sera une année de test pour envoyer toutes les données avant une mise en production totale en 21-22, et l'établissement des premiers rapports de population et de paiement des établissements sur base des informations qui sont dans cette base de données des inscriptions. La base de données des fraudeurs est fonctionnelle, donc tous les établissements peuvent consulter cette base de données des fraudeurs, et la base des diplômés est en cours de test actuellement. Elle sera alimentée entre mars et juin de l'année prochaine pour les premiers diplômés d'enseignement supérieur de l'année 18-19, et puis ça suivra son cours pour toutes les autres années. Donc c'est un projet qui avance beaucoup. On est en train de rattraper quasiment 20 ans de retard en numérisation de l'enseignement supérieur. Donc ça c'est vraiment très intéressant, puisque ça va nous permettre aussi d'ouvrir un certain nombre de choses à l'international, puisqu'on parlait tout à l'heure de la mobilité, du fait qu'on est dans un contexte extrêmement mouvant et lié également à des aspects de territorialité, etc. Les diplômés, en fait, on travaille aussi sur un projet d'authentification des diplômes à l'échelle européenne. L'échelle européenne étant la plus facile, évidemment, à aborder quand on est la Belgique, et pour éventuellement passer sur un problème beaucoup plus international, l'objectif étant de pouvoir prouver que nos étudiants qui sont diplômés et qui demandent à être inscrits dans l'enseignement supérieur à l'étranger puissent prouver l'authenticité de leur diplôme. Donc vous voyez, c'est un projet qui n'est pas uniquement lié à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça part d'un projet de simplification administrative qui en vient finalement un projet qui va s'ouvrir au niveau européen. Et l'objectif, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que pour pouvoir échanger des données, il faut qu'on soit sûr de la qualité de ces données, de leur fiabilité et de leur complétude. Et bien, on va donc utiliser, je vous ai parlé du registre national qui est une source authentique fédérale, mais nous sommes en train de labelliser la première source authentique en Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin en communauté française plutôt, qui est celle des programmes d'études et des habilitations. Donc on est en cours de labellisation. L'idée, c'est effectivement que toutes les données qui concernent les études soient issues de cette base de données et que l'on ne puisse pas utiliser d'autres bases de données de référence. Donc ça devient vraiment une source dont l'utilisation est incontournable, et c'est une source dont on garantit que les données ont un statut de vérité, qu'elles sont maintenues à jour, et de plus, cette source de données est encadrée par un contexte légal. Donc chaque fois qu'on fait une source authentique, il y a un cadre, un décret qui sort et qui limite, qui explique très bien quelles sont les données qui sont dans le système et quelle est leur utilisation. Alors ça, c'est un processus qui est en cours pour la base de données qui concerne les études, et ceci nous intéresse particulièrement dans le cadre de l'orientation, puisque c'est cette base des programmes d'études qui devrait devenir la référence. Et cette base de données, je vais vous donner un petit mot sur le processus de labellisation. Donc le processus de labellisation, évidemment, ce n'est pas nous qui décidons combien de sources authentiques. On a une institution qui s'appelle Wallonie-Bruxelles Simplification, qui a pour mission de labelliser les sources authentiques et d'accompagner les administrations qui demandent la labellisation. Donc ça part par une demande qui est analysée par l'IOBS. Alors dans cette analyse, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Pour devenir source authentique, d'abord, il faut exister. Donc on ne labellise pas source authentique une base de données qui est un projet. On labellise quelque chose qui est existant. Elle doit être accessible. Elle doit également, on doit avoir une classification des données qui sont dedans, donc ça doit être une base de données documentée. Elle doit être d'usage transversal. Si elle ne sert qu'à vous, c'est très chaud de la labelliser, mais ça n'apporte absolument rien de plus que juste l'utiliser. À partir du moment où son utilisation est transversale, ça devient intéressant pour les autres administrations ou les autres structures qui l'utilisent de pouvoir se référer à cette base de données. Donc il faut une certaine transversalité dans l'utilisation des données.
Il faut quand même qu'il y ait un minimum de maturité informatique. Une base de données, ça peut être un fichier Excel. Ici, on commence quand même à parler de systèmes informatiques un petit peu plus développés. Il faut une autonomie dans cette base de données, dans la gestion de cette base de données, et il faut une équipe dédiée. Avoir une base de données qu'on appelle source authentique et puis personne pour l'alimenter, la maintenir à jour, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et il faut une base légale. Et donc, dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de labelliser en fait la base de données des programmes d'études et des habilitations en Fédération Wallonie-Bruxelles. On en est au stade de la note d'opportunité et le texte légal devrait être rédigé pour la fin du mois de décembre pour commencer le processus le nom m'échappe, gouvernemental, appelons-le comme ça, c'est pas le bon mot, mais et lui permettre d'obtenir effectivement pour juin prochain un statut réel de source authentique. Ça, c'est maintenant qu'on a un gouvernement, c'est bien, on va pouvoir passer sur ce cadre-là. Alors en fait, cette source authentique dont je viens de parler des programmes d'études, et ben voilà une première preuve de sa réutilisation. Ce sont des données qui sont encodées qu'une seule fois, qui vont servir à associer l'étudiant aux études qu'il va suivre, mais également à alimenter une base de données d'information, un portail d'information sur toutes les études d'enseignement supérieur qui sont organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors quand je dis toutes, c'est en ce inclut la promotion sociale, parce que d'habitude on en parle très très peu dans l'enseignement supérieur, mais je vous rappelle que la promotion sociale a une offre importante d'enseignement supérieur. Même s'ils ont un projet à part pour la gestion de leurs inscriptions, ils sont référencés tout à fait dans cette base de données source authentique. Cette base de données reprend donc toute l'offre des universités, des hautes écoles, des écoles d'enseignement supérieur et de la promotion sociale, de la formation initiale à la formation continue. Donc ce qu'on appelle les certificats d'études qui représentent 10 crédits minimum. Alors en fait, ce projet est en production déjà depuis plus d'une année, donc pour ceux qui sont curieux, je vous attends cet après-midi, je vous donnerai les chiffres, je ne vais pas les donner ici, sinon il y a un peu de suspense, c'est pas chouette. Et d'autre part, c'est aussi très intéressant parce que toute cette base de données qui alimente ce portail, on est en train de développer un projet Open Data, donc toutes les données vous seront accessibles gratuitement et librement sur le portail Open Data de l'Agence du numérique, et ce pour répondre en fait à une directive qui s'appelle la directive PSI, qui est une directive européenne. Et donc, on va tout à fait répondre à cette obligation via le portail Open Data, et tous les éléments qui sont dans la base de données de référence seront disponibles directement sur ce portail de l'Agence du numérique. Alors, il est évident qu'on ne met pas toutes les données à disposition du tout public, puisque l'Open Data, c'est pour tout le monde, gratuitement, de façon la plus réutilisable possible. On ne peut évidemment mettre que des données qui ne sont pas en opposition avec la réglementation en matière de données à caractère personnel. Donc il ne s'agira de toute façon que de données anonymisées et dans un certain cas de données agrégées. Et donc l'agrégation de ces données, la réconciliation des données va se faire sur base du numéro de référence, donc du numéro de registre national. Mais c'est évidemment pas la FES qui peut le faire, puisqu'il faut maintenir une indépendance entre la collecte et le traitement des données en statistique. Et donc on va passer par un tiers de confiance qui est la Banque Carrefour d'échange de données pour pouvoir générer ces sets de données qui seront mis à la disposition des chercheurs en prospective ou bien des différents utilisateurs qui s'adressent à l'enseignement supérieur pour toute question qui y sont relatives. Et cet accès est évidemment gratuit et libre. Alors, l'anonymisation des données va passer par la mise en place d'une base de données statistique. Donc, il ne s'agit pas de mettre juste des fichiers comme ça, il s'agit également de passer par une vraie base de données où on va réconcilier aussi, c'est un de nos objectifs, des données qui viennent de la Banque Carrefour de sécurité sociale pour pouvoir associer à l'étudiant toute une série d'informations sur est-ce qu'il a travaillé pendant son parcours éducatif, est-ce qu'il a une charge de famille, voilà, de façon à pouvoir mieux caractériser les étudiants, parce qu'il est très clair que si on veut faire de l'orientation, si on veut prévoir aussi les métiers de demain, il faut aussi savoir de quoi on part et quelles sont les personnes qui sont le point de départ. Parce que comme disait Alain tout à l'heure, on est difficile à intéresser des étudiants à des nouvelles offres qui ne leur disent rien, mais peut-être faut-il savoir exactement qui sont ces gens qui vont devoir chercher et s'ouvrir à une nouvelle offre. Et donc l'objet ici, effectivement, d'un projet de simplification administrative qui peut paraître très très loin de l'orientation et de la prospective, mais on arrive là à venir donner aux chercheurs et aux différentes structures qui veulent réfléchir sur ces points des données qui sont des données micro, qui sont des données de terrain, qui sous une forme ou une autre peuvent alimenter la réflexion à un niveau beaucoup plus intellectuel tel que nos prédécesseurs l'ont proposé. Voilà. Je vous remercie, et puis s'il y a des questions... Arnaud, tu as une question?
issus du paysage, c'est le genre des carrefours emploi-formation, donc des orienteurs actuels. Voilà, comment ça se passe Alors il y a plusieurs façons. En ce qui concerne l'offre de formation, elle est accessible via lesétudes.be qui est un portail d'information publique, donc là il n'y a pas de problème. Quand il y a des questions plus spécifiques, ils peuvent s'adresser à nous à l'heure actuelle, et puis à partir de janvier, ils pourront directement chercher les données sur le portail Open Data de l'Agence du numérique. Et toutes ces données, il y a une partie des données qui sont directement accessibles aussi à partir du site de l'ARES. Donc oui, il y a un accès total, et en plus ils nous connaissent bien puisqu'on est déjà venu présenter chez ce projet, donc ils savent très bien qu'ils peuvent nous contacter sans aucun souci. Oui, madame? Bonjour, Pascal Logne de la promotion sociale de Berruet. Voilà, est-ce que l'Équipe du paysage va intégrer les étudiants de la promotion sociale? Je vous explique pourquoi. Nos étudiants n'ont pas cette notion de finançabilité, bien sûr. Mais, et ça a été un phénomène très important cette année-ci lors des inscriptions, nous avons reçu beaucoup d'étudiants qui n'étaient plus finançables dans le système haute école et université classique, qui sont venus en promotion sociale pour s'inscrire parce que s'ils réussissent 30 crédits, ils retrouvent leur finançabilité dans le système classique, si j'ai bien compris. C'est exact. Et donc, vont-ils être aussi dans le e-paysage lors de leur parcours en promotion sociale? Alors, l'idée, la promotion sociale, ça vous devez sans doute le savoir, puisque vous travaillez dans une école de promotion sociale, il y a une base de données qui s'appelle Ciel EPS, qui reprend l'ensemble des inscriptions de promotion sociale. Et ce que l'on a prévu, c'est que Ciel EPS puisse se connecter sur la base de données des inscriptions du SUP et inversement. Le Ciel ne fonctionne pas vraiment. Il rentre en production complètement l'année prochaine. Hein. Oui. Donc pour l'instant, il est toujours en pilote. Hein. Donc oui, il est prévu qu'il y ait une interaction entre les deux. Donc, En fait, moi je ne savais pas à la base qu'il y avait ce retour de finançabilité en venant en promotion sociale. les étudiants l'ont très vite compris. Oui. Ça c'est clair. Mais avec des orientations qui sont très, très différentes de ce qu'ils font. Moi j'ai eu un cas d'un kiné qui voulait faire assistant de direction pour retrouver sa finançabilité. Voilà, c'est... Alors, on ne va pas régler les problèmes du décret de paysage à travers la base de données. Il est clair qu'il y a des travers, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Enfin, comme tout nouveau, comme tout changement, il y a des bugs, quoi. Soyons bien clairs, ça c'est évident. Maintenant, à côté de ça, je pense que un chouette effet collatéral, finalement, ce genre de choses, ça pourrait être, justement au niveau politique, peut-être d'induire, parce qu'un des objets, finalement, également de ce projet de base de données, c'est de pouvoir avoir réellement des données sur lesquelles on puisse évaluer les politiques en place. Actuellement, on ne les a pas. Et donc, pour l'instant, effectivement, tous les travers, on les voit, et chaque ministre, dans son mandat, essaie de corriger une série de choses. Ici, je pense que l'avantage aussi de ce système, et effectivement, avec la complexité de la finançabilité, ça devrait être, l'étape suivante, ça devrait être de voir comment on peut simplifier le calcul de cette finançabilité qui est devenue une espèce de gâteau à la crème qui est en train de s'écrouler. Et donc, l'idée, c'est aussi, grâce finalement au système, on est en train de montrer qu'il y a vraiment des choses qui deviennent extrêmement difficiles à gérer et qu'on doit mettre de la simplification, non pas uniquement pour accéder à l'info, mais aussi sur la base de l'info elle-même. Et ça, je vous rejoins effectivement. Alors, le travers des étudiants qui ont trouvé, ça vous allez encore avoir quelques années. Oh, mais c'est un souci, c'est vrai que quand on ne connaît pas, parce qu'on ne maîtrise pas toujours tous les domaines législatifs, quand l'étudiant arrive et nous demande ça, voilà. Alors, ce que vous faites quand c'est le cas, vous les réorientez vers lesétudes.be, ils rentrent en contact, ils vous posent la question, ils répondent. Et vous pouvez aussi poser la question, on vous répond. Il n'y a pas que les étudiants. Mais on a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là et on répond à chaque question. Oui, parce que c'est assez nouveau cette année-ci, ce retour de finançabilité. Oui, c'est assez marrant, c'est vrai. On n'avait pas eu ça. Au début, on a sorti le site, on est passé cette année-ci, ça peut. Il y a ça et les équivalences. Hein. Je peux vous dire que c'est la majorité des questions qu'on a sur l'enseignement supérieur. Oui, et les VA aussi. Hein. Oui. Enfin, VA ou VAE, ça dépend les VAE, dans oui. lequel on se trouve, parce que ça reste une décision d'un conseil des études, et je sais qu'il y a des fois des conseils des études très très stricts. Oui, c'est exact. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah bah, alors, il est temps d'aller manger. Hein.